Erasmus, c'est un nom qui fait presque toujours rêver, qui évoque des souvenirs vécus pour certains ou rapportés pour d'autres. On s'imagine souvent des étudiants à l'université partir à l'étranger le temps d'une année scolaire. C'est une vision un peu réductrice d'Erasmus, car le programme européen joue un rôle qui peut être décisif dans les échanges entre les pays sur des sujets bien précis et parfois essentiels. Illustration avec la question des tiers-lieux qui ont été au cœur des interrogations liées au travail ces derniers mois. Autour de la table pour évoquer ce sujet, Antoine Buret et Florent Cholat, deux spécialistes de la thématique également impliqués dans un programme Erasmus+. Il sera notamment question d'EPAL, une plateforme en ligne pour l'éducation et la formation des adultes en Europe. Ce podcast a été enregistré à Champagné, dont Florent Cholat est le maire, à quelques kilomètres de Grenoble. Les deux invités ont d'abord tenté de définir ce qu'était un tiers-lieu. Je m'appelle Antoine Buret, je suis sociologue. Je travaille spécifiquement sur la question des tiers-lieux et je suis également coordinateur pour la plateforme EPAL sur la question des tiers-lieux apprenants. Florent Cholat, je suis doctorant en géographie et en sociologie urbaine entre l'université de Grenoble et l'université de Milan. Je travaille plutôt spécifiquement sur les questions de mobilité et de vieillissement et de vieillissement des populations. Cependant, j'ai collaboré au programme thérapie territoire apprenant, territoire à l'épreuve de l'apprentissage, dans le cadre d'un programme Erasmus+, qu'on a pu avoir entre Grenoble, Milan et Craiova en Roumanie. Alors, il y a beaucoup de définitions qui sont en lutte depuis plein d'années, mais pour être le plus concis possible, on peut qualifier le tiers-lieu comme un lieu de sociabilité. Ensuite, en fonction de l'évolution des sociabilités, il y a des spécificités qui vont s'y greffer et actuellement, il y a une orientation qui va vers le faire. En somme, la sociabilité pure se dirige vers un aspect un peu productiviste où la finalité de la discussion, c'est de réaliser quelque chose, quelle qu'elle soit. J'ai traité la question des tiers-lieux sur différents types d'espaces dans la question de mobilité, de savoir comment on pouvait considérer les lieux de mobilité, enfin les espaces, les lieux de transport comme des espaces de sociabilisation et des espaces de travail dans notre vie, dans l'habitabilité des transports. Je pense que dans un village comme celui où on se trouve, un tiers-lieu aurait une tournure totalement différente. Et aussi, si par exemple, toi, tu porterais un tel lieu, tu y mettrais une couleur, et alors des gens viendraient et puis pratiqueraient quelque chose en fonction de leur culture, de leur identité. Il n'y a pas une orientation particulière à un tiers-lieu, c'est vraiment dépendant en fonction de son territoire et de la communauté qui va l'habiter. Il n'y a pas une orientation spécifique tiers-lieu. Le bistrot du village, c'est un merveilleux tiers-lieu, et puis on peut aller jusqu'à des sites qui ont une orientation sur une évolution urbaine, comme l'hôtel Pasteur à Rennes, ou bien l'Ermitage à Autrec, dans le nord de la France, qui entretient une forêt. Donc on a une communauté qui habite un lieu et qui entretient une forêt et qui font tiers-lieu finalement dans un village. Donc vous voyez, c'est quand même très diversifié, mais l'intérêt c'est de faire communauté autour d'un lieu et ensuite d'avoir des activités à côté. On s'est posé la question dans le cadre du programme thérapie sur la question des tiers-lieux, elle n'était pas prévue initialement dans le programme. Le programme, il était là pour étudier le lien entre territoire, apprentissage, où est-ce que ça faisait sociabilité dans l'établissement, à l'extérieur de l'établissement, et en fait on se rend compte que ça se joue beaucoup sur des sortes de tiers-lieux à l'extérieur, sur le club de foot qui joue un rôle de tiers-lieu, la MJC du village, enfin des secteurs qui sont extrêmement importants ou sur lesquels les enfants se retrouvent et recréent des sociabilités à l'extérieur de l'établissement et qui dans leur discours étaient extrêmement importants dans leur vie quotidienne et dans leur façon d'apprendre de leur territoire. Durant la crise sanitaire, on a beaucoup questionné nos manières de travailler. Les tiers-lieux ont fait partie des alternatives souvent évoquées pour venir compléter des modes de travail et de collaboration plus traditionnels. De manière générale, il semble, les études qu'on peut voir montrent que les tiers-lieux et les lieux de sociabilité à l'échelle mondiale ont été une des choses qui a le plus manqué aux populations pendant les périodes de confinement. Ensuite, en France, avec cette structuration et cette institutionnalisation des tiers-lieux due à un soutien des politiques publiques notamment très fort, les tiers-lieux ont joué plusieurs rôles. Le premier rôle, ça a été un rôle de soutien aux populations pour combler les manquements que l'acteur public et l'acteur privé ont pu créer pendant la période forte de la première vague. Ça s'est concrétisé par tous des dispositifs de solidarité autour de masques, de la construction de masques ou de visières ou de gel hydroalcoolique, notamment à la mine à Lyon, ou bien des structurations de
de soutien entre personnes pour savoir s'il y avait des solitudes qu'il fallait résorber, s'il y avait des gens en danger. Donc voilà, il y a eu tous ces dispositifs de solidarité qui se sont créés. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on a pu observer un autre apport des tiers-lieux pendant cette période, notamment auprès des étudiants, notamment pendant la troisième vague, où les tiers-lieux se sont ouverts envers et contre tout pour accueillir les étudiants et les sortir d'une sorte de détresse psychologique qu'ils rencontraient due à une grande solitude, notamment. Sur la relation au tiers-lieu, il y a eu quelque chose de particulier pendant le confinement. Je pense notamment à un tiers-lieu, quelque chose qui a été très institutionnalisé comme un tiers-lieu, qui c'est la Bonne Fabrique, qui est un site qui vous s'appelle en Chartreuse, dans le nord de l'agglomération. Un certain nombre de tiers-lieux étaient en capacité d'ouvrir, puisque liés au monde du travail et institutionnalisés comme ça. Des sites comme celui-là ont dû rester fermés parce qu'en fait ils étaient reconnus comme en bar avant tout. En fait, une certaine nomenclature d'établissements recevant du public sur lequel c'était un bar, une brasserie, tout un tas d'éléments qui faisaient qu'ils étaient obligés de fermer. Et les retours qu'on en a des habitants et des usagers de ce site-là font que ça leur a énormément manqué en fait cet espace-temps, et en fait ils ont pêché par la polyvalence du lieu. Bizarrement, en fait, c'est le fait qu'ils soient polyvalents et qu'ils aient un classement pour pouvoir faire de la restauration, pour pouvoir faire autre chose, qui leur empêchait d'ouvrir et de jouer leur rôle en fait de relation avec les habitants. Et il n'a pas permis de réunir les personnes pendant les moments de crise très intenses, justement pour dépasser ce côté un peu commerçant qui les empêchait d'ouvrir et aller juste sur de la survie et de l'assistance aux personnes en danger. Finalement, c'était ça qui s'est... Il s'est passé un peu comme ce que tu disais, en fait, par rapport à la solidarité sur les masques, où ils ont travaillé, ils ont essayé de mettre plein de choses dans l'espace. Ils ont un petit Fab Lab sur lequel en fait ils ont imprimé des visières, sur lequel ils ont retravaillé avec du matériel. Ils ont utilisé de l'alcool pour pouvoir faire du gel hydroalcoolique. Ils ont recréé de la solidarité, mais finalement pas avec le même public que celui qui venait travailler ici. C'est-à-dire que c'est en fait le lieu central du village, un des lieux centraux du village, qui a joué ce rôle-là de solidarité avec différentes personnes. Mais pas fatalement autour du travail, en fait, de ce qui était sa vocation d'espace de coworking pour des employés dans le sud de la Chartreuse. Dans ce travail autour des tiers-lieux, Erasmus+ a joué un rôle, accompagnant ainsi la réflexion autour de ces nouvelles formes de collaboration et aidant parfois à explorer des territoires inattendus. Les différents programmes Erasmus+ peuvent permettre de soutenir certaines démarches qui naissent dans les tiers-lieux. Ça peut soutenir des tiers-lieux dans leurs actions quotidiennes, dans leur infra, etc. Mais sur des périodes longues comme 4 ans, parce que les financements sont 3 ans, donc ça peut soutenir ça. Mais il y a aussi un apport sur une sorte de soutien sur des actions et aussi sur de la mise en réseau avec les tiers-lieux à l'échelle européenne, qui ne se nomment peut-être pas comme cela, mais qui en tout cas en ont les usages et en ont l'activité. Donc moi, j'ai en tête plusieurs projets qui sont en cours pour postuler à un programme Erasmus+, qui sont liés à des tiers-lieux, qui viennent de tiers-lieux, et qui vont justement permettre de se relier avec différentes activités qui ont lieu à l'échelle européenne. Thérapie, c'est le petit nom de Territoire Apprenant, donc un programme européen qui a été débuté en 2017 et qui avait vocation à étudier la notion de lien territoire-apprentissage dans une dynamique pluridisciplinaire, premièrement, parce qu'en fait, il y a différents partenaires, et des partenaires enseignants et des partenaires universitaires dans chacun des pays. On était sur une convention entre 3 pays, entre la France, l'Italie avec l'Université de Milan et l'Université de Craiova en Roumanie, avec à chaque fois des spécificités de discipline sur lesquelles en France c'était une équipe plutôt et de géographes et de psychologues. En Italie avec le laboratoire de sociologie urbaine de l'université de Milano Bicocca et des linguistes en établissement à Craiova, sur l'université de Craiova. L'idée étant d'avoir une sorte de plateforme pour se poser les questions, enfin de croiser et les disciplines et les pays et les univers et les types d'établissements pour essayer de creuser cette question en fait de où se fait l'apprentissage, des lieux de l'apprentissage, des liens en fait entre un établissement qui est fixé avec un programme qui arrive de manière nationale un peu par en haut, et en fait des liens et de la porosité qu'il pouvait y avoir avec les différentes institutions du territoire, avec les politiques publiques locales, avec les différents projets d'établissement, en fait, d'essayer de comprendre un peu à la marge de ce qui est prévu dans les gros programmes, là où il y avait de l'innovation, là où il y avait des choses sur lesquelles on pouvait apprendre, où est-ce qu'on pouvait apprendre à l'extérieur, comment on pouvait connecter et faire évoluer les notions d'apprentissage, avec un programme qui avait quand même pour une des vocations principales d'arriver à disséminer en direction des enseignants pour leur faciliter la prise en compte des notions de territoire et des notions de réseau dans le cadre de leur enseignement. Le soutien d'Erasmus+, ça a été d'abord de nous forcer à faire ce dossier ensemble. Enfin, le dossier a été travaillé, et comme tous les grands projets européens, un des intérêts, c'est
d'amener à la collaboration, là où en fait quand on reste sur des appels à projets nationaux, en fait on va chercher des partenaires nationaux. Là ça nous a forcé à aller au-delà des frontières. Alors on avait beaucoup d'habitude de travail avec l'Université de Milan, et en fait ça nous a permis de découvrir des collègues à Craiova qui derrière en rebond à la suite du programme nous ont permis de découvrir des collègues en Bulgarie, ailleurs en Europe, et ça nous a permis de nous amener à créer un réseau européen sur lequel on a trouvé énormément de richesses dans le cadre du programme. C'est-à-dire que les collègues des structures roumaines avaient pas du tout la même façon de voir ça, et la confrontation et la structuration du programme Erasmus s'y prête extrêmement bien. C'est-à-dire qu'on a des temps de réunions transnationales réguliers sur lesquels on vient recroiser différents points de vue, différentes approches avec des disciplines extrêmement variées, ce qui nous a permis d'avoir vraiment une fonction de laboratoire et en fait de moyens d'explorer énormément d'univers dans un temps de 3 ans dans le programme européen. L'idée, c'est que on a cherché à faire vivre ce programme et que ça soit un petit peu une aventure. Dans ce programme-là, il n'y a pas, quand on dit qu'il y a des chercheurs universitaires, il n'y a pas que des chercheurs universitaires. Côté Grenoble, côté Milan, comme côté Craiova, on a embarqué aussi des étudiants avec nous. Et l'idée étant de dire que c'était pas de la recherche universitaire confrontée avec des enseignements qui venaient se déplacer en fait pendant 3 années. Nous mis trois promotions de master d'élèves niveau master qui travaillent sur de la géographie, sur du design des politiques publiques, pour leur faire travailler cette notion-là, en leur redonnant presque à chaque fois une page blanche, et en fait de les embarquer dans cette aventure, de voir comment ils étaient eux en capacité de relire ce projet-là, de nouer des nouveaux liens avec, en France, chaque année un nouvel établissement scolaire. On a travaillé avec 4 collèges différents pour arriver à avoir à chaque fois une nouvelle petite aventure, en reprenant chaque année une nouvelle partie de ce qu'on voulait étudier. Donc de faire creuser ça par une promotion, confronter ça avec la réunion transnationale sur laquelle on repose que nos étudiants ont travaillé, et arriver à créer ensemble, comme ça, avec le collectif du programme thérapie, en sorte de récit, en fait, en parcours qui a été réalisé, et avec des démarches qui ont été similaires du côté italien et du côté roumain, sur lequel ils ont eux aussi pris des étudiants qui ont travaillé avec eux, et on se retrouve avec énormément de matériaux qu'il a fallu ensuite arriver à retisser ensemble sur un rapport final. Et c'était ça le plus dur. C'était un aspect exploratoire. C'est ça qui m'a semblé intéressant, c'est la réunion de différentes universités dans différents pays, mais aussi d'écoles. Non, collèges, oui. C'est des collèges et lycées en Italie et en Roumanie. Voilà, qui rentrent en dialogue sur une problématique et qui explorent pendant un temps long, ce qui permet d'avoir des enseignements et peut-être d'avancer sur des coordinations plus larges, je ne sais pas. En tout cas, il y a un ouvrage qui en est sorti, c'est ça. Et déjà, c'est déjà intéressant d'apporter cette connaissance-là, qu'elle soit matérialisée par un livre. Et ce soit intéressant que ce soit une réflexion qui soit à l'échelle européenne, c'est assez rare. La manière de faire la recherche est ce qu'on peut appeler une manière de faire de la recherche en tiers-lieu. En tout cas, c'est comme ça que je la qualifie. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent d'horizons différents, qui ne sont pas liés et qui se réunissent pour un même objet, sur un même objet, un travail commun. Donc, de cette manière-là, on peut dire qu'ils ont fait tiers-lieu dans leur recherche. Mais en plus, leur recherche a traité de tiers-lieux. Alors peut-être pas des tiers-lieux institutionnalisés, mais des tiers-lieux qui sont informels et qui se créent par la culture des gens à différents niveaux et dans différents territoires. Donc oui, c'est une recherche en tiers-lieu sur des tiers-lieux, même si à la base ce n'était pas l'intuition initiale. Dans le cadre de ce projet-là, il y a un croisement entre une éducation plus académique et puis effectivement des pratiques populaires qui font enseignement. Donc oui, dans ce cadre-là, on peut parler de pratiques d'éducation populaire, bien que la définition de l'éducation populaire à l'échelle internationale reste quand même à creuser. Mais sur d'autres projets, il y a effectivement des pratiques d'éducation populaire ou d'investigation citoyenne, par exemple, qui font éducation populaire sur des territoires qui ne sont pas habitués peut-être à ce genre de pratiques, ou en tout cas qui ne sont pas structurés pour soutenir ce genre de pratiques. Et je pense par exemple à la Roumanie, où il y a très peu de structures d'éducation populaire, en tout cas formalisées comme telles, et où ces croisements justement avec des structures françaises, italiennes, allemandes, permettent de faire émerger des dispositifs et des modes d'enseignement qui ne sont pas usuels. Pareil, c'était pas dans la mise initiale de ce qui était prévu du territoire apprenant. Pour autant, nous, de nos points de vue, et c'est là un des intérêts aussi de la confrontation de différents points de vue européens, c'est que dans la démarche d'éducation du lycée avec lequel on a travaillé à Milan, dans la démarche d'éducation du lycée très particulier avec lequel on a travaillé à Craiova, pour nous, quelque chose qu'on peut qualifier d'éducation populaire. C'est-à-dire que, par exemple, le lycée Voltaire, qui est le lycée avec lequel on a travaillé à Craiova, qui est un lycée roumain classique, avec une certaine consonance vers la francophonie, est un lycée qui a été construit par des parents sur lequel les travaux ont été faits. Cet établissement, au moment où on commence le projet, il a 3 ans.
C'est-à-dire qu'il était initialement hébergé par l'université parce qu'ils n'avaient pas de locaux. Ils sont ensuite été hébergés par une autre partie de l'université avant que la ville veuille bien leur donner un bâtiment qui a été retapé par les parents eux-mêmes et sur lequel ils ont, pendant qu'on y était, il y avait des travaux qui étaient faits. C'était des parents qui donnaient un petit peu de temps pour aller repeindre des pièces pour pouvoir retaper ce bâtiment pour que le lycée puisse se mettre dedans. Mais on trouvait ça très très intéressant dans la dynamique de voir comment ce lycée était construit par ses usagers. La façon dont ça se passe dans le lycée Erasmo da Rotterdam à Milan est aussi très intéressant, avec des temps qui sont gérés par les parents, qui sont gérés par des extérieurs et qui sont extrêmement institutionnalisés là-dedans. Pour eux, c'est institutionnalisé, ça se fait naturellement. Pour nous, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'intérieur même d'un établissement scolaire. Au fil des derniers mois, les réflexions, les attentes autour des tiers-lieux ont évolué. Les expériences menées notamment dans les programmes accompagnés par Erasmus+, conduisent à imaginer demain d'autres cadres pour des tiers-lieux. Alors, on enregistre le podcast depuis la mairie de Champagné, donc qui est une petite commune du sud de l'agglomération grenobloise. Une mairie, c'est potentiellement un tiers-lieu. Moi, j'ai un vieux rêve, c'est de faire des mairies des tiers-lieux. Enfin, certaines mairies, en tout cas, des tiers-lieux, qui leur deviennent. C'est ça. La mairie de Champagné, comme d'autres mairies, en fait. Là, on est dans une salle qui est la salle des associations. En fait, on est dans une salle qui est juste à côté de celle du conseil municipal, qui sert, en dehors de la période Covid, évidemment, à des activités de Scrabble, à des activités du club de la rencontre des personnes âgées, et qui est un lieu de rencontre sur lequel on a et de la construction de politique publique, et des temps conviviaux, et tout un tas de conjonctions dans la logique d'une mairie, un peu comme la maison commune, en fait, des endroits qui appartient à l'ensemble des habitants. Et en fait, c'est une salle qui est à l'intérieur de la mairie et qui permet de croiser énormément d'activités sur un même lieu. Cette mairie-là me semblait pouvoir faire tiers-lieu et être un tiers-lieu, et ce que tu viens d'exprimer le montre, en fait. C'est qu'en dehors de ces activités purement administratives, etc., il y a des rencontres qui se font, des discussions, des formes de socialité qui apparaissent par le jeu et qui peuvent sans doute interagir sur la politique publique. Alors, je ne sais pas s'il y a des croisements avec la politique publique entre les personnes qui jouent au Scrabble, qui doivent certainement discuter politique, et puis est-ce que ça croise avec les activités du maire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la proximité et la régularité des relations peut amener à des évolutions démocratiques dans ce lieu-là qui font que ça a tout le potentiel d'être un tiers-lieu. Alors, quel tiers-lieu dans le monde d'après? Quel rôle peuvent-ils jouer? Comment peuvent-ils aider à rapprocher les Européens? Toutes ces questions vont continuer à être abordées dans des programmes soutenus par Erasmus+. L'agence européenne est aussi celle qui encourage à ces réflexions et à ces évolutions du monde du travail et de la société en général. C'est la fin de ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.